Good Morning Business. Le débat. Mais oui, après la crise sanitaire, c'est la crise qu'on n'a pas vu venir, cette pénurie de semi-conducteurs. C'est pas que les semi-conducteurs, Sandra, en fait, c'est incroyable, c'est qu'on réalise là, avec tous les chiffres qui remontent, qu'il y a de la pénurie de tout. Oui. Il y a de la pénurie de tout. Alors les semi-conducteurs, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y en a dans toutes les voitures, il y en a dans tout l'électroménager, il y en a évidemment dans tous les objets informatiques. Oui, mais là, on réalise qu'on n'a plus de bois de construction, on manque d'acier, on manque d'aluminium. On n'a plus de ketchup, Nicolas Dose. Alors ça, ce sont des exemples concrets. Il y a plus de dérailleurs pour les vélos, parce que les pièces de transmission pour les vélos sont plus disponibles et la demande de vélos était très forte. Kraft Heinz dit, bah oui, les petites rations individuelles de ketchup, de mayo, de moutarde, j'arrive plus à les produire. La demande est énorme parce qu'il y a beaucoup de repas livrés à domicile et que ça accompagne souvent les repas livrés à domicile. Vous avez les charpentiers qui vous disent, j'ai plus de charpente. Comment on fait du PQ sans pâte à papier? Voilà, General Motors considère que là, c'est le coût des semi-conducteurs. C'est jusqu'à 1 à 2 milliards et demi de chiffre d'affaires, de dollars perdus. Ford craint d'avoir 10 000 emplois menacés par le ralentissement de ces usines. Donc on est vraiment sur un phénomène totalement planétaire et pénalisant pour toute l'industrie. Par exemple, on manque d'intrants chimiques ou encore sur les matières premières agricoles. Il y a des pénuries de coton, il y a des pénuries de maïs, des pénuries de blé, des pénuries de sucre. Vous n'avez plus aujourd'hui les adjuvants qui vous permettent de faire des peintures. Ah, c'est pas que les semi-conducteurs. Et donc, derrière, évidemment, cette question-là, vous avez Joe Biden qui réunit une cellule de crise aujourd'hui, mais qui a clairement indiqué que lui, il considérait qu'il fallait mettre ça au sommet des questions de souveraineté. Et qu'il fallait se poser vraiment une question de savoir si on n'était pas allé trop loin dans l'élargissement des supply chains jusqu'au bout du monde, si on n'avait pas créé des dépendances, des vulnérabilités, des vieux pays et des industries qui y sont implantées par rapport à la totale mondialisation de l'approvisionnement des composants pour aller chercher toujours moins cher. Donc il y a toute une dimension politique qui est en train de se greffer dessus et lui il dit qu'il faut relocaliser sur le sol américain des productions essentielles. Alors là effectivement il pense principalement aux semi-conducteurs, il n'est pas en train de vous expliquer que les Américains vont faire l'intégralité de la liste que je viens de vous citer, mais on sait que le débat existe aussi chez nous, le débat pour savoir s'il faut localiser et relocaliser des activités vis-à-vis desquelles on aurait été peut-être un peu naïf et où on aurait créé des vulnérabilités. On considère quand même que les tensions des matières premières et des composants, ça peut durer jusqu'au moins mi-2021, voire pour certains produits jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pas totalement le truc qui dure 15 jours. Possible grain de sable dans la reprise économique mondiale. Il y a eu des manques de peau aussi. Vous avez un énorme site chimique au Texas, le plus grand du monde, qui a été paralysé par le froid. Des incendies de semi-conducteurs au Japon. Voilà, le canal de Suez qui a été bloqué pendant plusieurs jours, c'était quand même pas prévu. Pareil en Allemagne, il y a des sites qui ont connu des pannes, même des incendies. Alors au-delà de ça, ça pose un vrai sujet politique qui manque pas d'intérêt. Politique, économique et quasi philosophique, en tout cas de théorie économique. Jean-Marc Daniel, là, vous avez vanté pendant des années et des décennies la globalisation, la main invisible. Là, en l'occurrence, elle tâtonne. Et pas vraiment, non. Vous savez, que si vous relisez Adam Smith, la main invisible dans Adam Smith, en fait, il rebondit sur l'idée que la main invisible, au tout départ, ceux qui croyaient que c'était la main invisible, c'était les théoriciens de l'impôt qui disaient il faut mettre un impôt indirect parce qu'on le voit pas, c'est la main invisible de l'État. C'est-à-dire, vous mettez un impôt indirect, personne ne s'aperçoit qu'on a payé cet impôt. Et donc, le bon impôt, c'est celui qui fait jouer la main invisible de l'État. Et Adam Smith dit non, la vraie main invisible, qui est efficace, c'est le marché. La main de l'État, elle est sournoise. Enfin, là, vous vous en tirez par une pirouette. Non, mais la vérité, c'est que le marché global, il ne fonctionne pas. Il a des bugs, là. Mais laissez-moi terminer. Bon. Donc, la main sournoise de l'État est en train, effectivement, de générer trois mécanismes qui alors bon, c'est la faute de l'État, là. Oui, absolument. D'abord, les plans de relance sont totalement... on le voit bien, puisqu'on nous dit qu'il y a des problèmes d'offres. Sont disproportionnés et totalement à côté de la plaque. On ne manque pas de demande, on manque effectivement de capacité de production. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous avez eu une désorganisation de la gestion des stocks qui est liée notamment aux politiques monétaires. Vous ne savez pas exactement comment vous devez gérer vos stocks en fonction de la politique monétaire. Est-ce que vous devez faire de la trésorerie? Est-ce que vous devez faire du stock? Comment vous gérez ces stocks? Combien ça coûte? Est-ce que vous gérez à flux tendu? Donc ça aussi, c'est pas la main invisible, c'est la désorganisation de la gestion des stocks par les politiques monétaires. Et le troisième élément, c'est que quand vous regardez derrière tout ça, et là, je rebondis sur ce que disait Nicolas, indépendamment des événements conjoncturels qui sont liés largement à la pandémie, dont on peut considérer elle aussi, elle a désorganisé un système de production. Donc, quand vous arrêtez l'activité économique pendant un certain temps, non seulement si vous n'avez pas de stock, il arrive un moment où, malgré la reprise, vous manquez effectivement de produits semi-finis. C'est des semi-conducteurs, c'est des choses comme ça qui manquent. Ça sert de prétexte
à rejustifier effectivement le protectionnisme avec l'argument éternel. On ne peut pas se mettre dans une situation de dépendance vis-à-vis d'autres pays de l'étranger pour des choses vitales. Donc au 19e siècle, c'était le blé. Au 20e siècle, c'était le pétrole et le charbon. Au 21e siècle, c'est les semi-conducteurs. Mais quels sont les pays qui s'en tirent le mieux? Ce sont les pays qui continuent à jouer le rôle de la mondialisation. Quel est le pays qui, en ce moment, quels sont les pays qui en Asie sont les plus en avant? Ce sont les pays qui ont joué véritablement le rôle de la mondialisation, comme la Corée ou comme Singapour. Singapour, c'est 19% de son PIB en excédent extérieur, et il n'y a pas une mine de charbon, il n'y a plus d'industrie, c'est totalement mondialisé en tant que start-up nation. Ce que je trouve intéressant sur le plan strictement politique, c'est que le Parti démocrate de Clinton était pro-libre-échange. Celui d'Obama aussi était pro-libre-échange. C'est Clinton qui avait lancé la négociation transatlantique. Obama l'avait relancé. Et là, on a un parti démocrate qui est en train de sombrer dans le protectionnisme. Et donc ça, c'est plus inquiétant que l'évolution du prix des matières premières. Dernier élément, pour rassurer nos éditeurs téléspectateurs, la Côte d'Ivoire a baissé le prix du kilo de cacao de 1000 francs CFA à 750 francs CFA. Donc il y a quand même des matières premières dont le prix n'augmente pas, ne va pas augmenter. Et quand c'est le chocolat, eh bien, ça nous permettra un peu de nous rassurer face à ce monde qui est en train de sombrer. De nous rassurer et de nous faire plaisir. Et de nous faire plaisir. Si on va pouvoir manger du chocolat pour pas cher, voilà, on n'aura plus d'ordinateur, mais on pourra manger du chocolat. Tout va bien alors. En tout cas, quand vous avez des entrepreneurs et des industriels qui témoignent de ce qu'ils vivent, eux, dans leur entreprise, sur leurs exports-imports, enfin, le choc qu'ils sont en train de vivre est quand même hyper impressionnant, et honnêtement, personne n'avait anticipé quelque chose de si violent. Non, le grain de sable, la pénurie. Merci à tous les deux.